Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi, Bonjour Jo, et bienvenue dans culinaire, Sans Tabou. illustratrice. Un Et podcast toutes deux, qui, nous comme nous son nom, interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Sans tabou. Tabou. Aujourd'hui, je reçois Maëva qui nous parle de son parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Un sujet que l'on entend très peu jusqu'à ce que nous sommes confrontés à ce sujet. Maëva nous expliquera comment elle est arrivée sur ce chemin bien compliqué et pourquoi elle ne souhaitait pas en parler à l'époque. Je vous laisse écouter son témoignage. Alors, bonjour Maëva, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, très bien. En cette journée pluvieuse, je ne sais pas s'il pleut chez toi, Ouais, mais ouais. ouais, il pleut pas encore, mais c'est gris. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors bah je m'appelle Maëva, j'ai 33 ans, bien tassée. Je suis maman de deux enfants, donc Liam qui a 9 ans, bientôt 10, et Malia qui vient de faire ses 3 ans. Oh. Voilà. Et on Bah, vient de commencer notre nouvelle vie dans le sud de la Ah, France. super. Avec le soleil. C'est ça. Bon, pour l'instant, il est pas trop encore au rendez-vous. Je sais pas si les sudistes nous mentent, mais pour l'instant, il fait pas très beau. Je pense que c'est un peu sur toute la France, malheureusement. Alors, toi, tu voulais parler surtout d'un sujet plutôt tabou et qu'on n'entend pas assez parler, je trouve, et beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs devraient être au courant, c'est le parcours PMA. Donc, comment tu en es arrivée là, du coup ? Je te laisse raconter ton parcours, par où tu veux commencer, je te laisse libre de ça. Bah écoute, ça a commencé quand on a eu le désir d'avoir notre deuxième enfant. Parce que du coup, donc moi j'ai eu une première grossesse très rapide, très simple. Enfin voilà, on avait décidé d'avoir un premier enfant, ça s'est fait très vite. On n'a pas eu de difficultés particulières. Et du coup, 5 ans après, quand on a voulu avoir le deuxième, on a eu du coup des essais pendant un an, ouais, un peu plus d'un an. On a essayé, ça fonctionnait pas. Moi, clairement, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que ça avait été tellement rapide pour le premier que du coup, voilà, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je connais mon corps en plus. Je suis hypersensible au niveau de mes cycles d'ovulation, etc. Donc, je vais dire, enfin, je ressens bien les choses. Donc, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi ça matchait pas, quoi. Oui, parce qu'on s'y attend pas à ce qu'au deuxième, ça fasse ça. Moi, je pensais que c'était vraiment que au premier, et puis après... Exactement. Et pour le coup, ouais, je m'étais pas imaginé du tout avoir des difficultés pour avoir le deuxième. Enfin voilà, comme tu dis, au premier, des fois tu te poses les questions, est-ce que ça va fonctionner ou pas? La deuxième, clairement, je partais déjà en me disant, comme le premier, en un essai, deux essais, ça va être bon, quoi. Donc du coup, ça a été difficile à accepter. C'est pour ça qu'on a, mine de rien, vite consulté. On a vite consulté et donc on nous a proposé tout de suite les premiers tests que tu fais quand voilà, tu essayes d'avoir un enfant et que ça ne vient pas. Donc à savoir, il y a eu le spermogramme pour mon mari. Moi, j'ai eu toute une batterie de prises de sang, tu sais, pour savoir un petit peu au niveau hormonal comment je me situais, etc. Et j'ai eu donc une échographie des trompes à faire. Je me souviens plus du nom, je veux pas dire de bêtises. Et cette échographie, en fait, on t'injecte un produit qui est coloré. Et à l'échographie, on arrive à voir du coup le chemin jusqu'aux trompes. Voilà, est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il y a des adhérences? Est-ce qu'il y a des blocages? Voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des bouchons ou quelque chose comme ça, quoi ?
parce qu'on peut apparemment, des fois, il y a que des bouchons, et du coup, ils peuvent, je sais plus ce qu'ils injectent, et ils peuvent du coup déboucher la trompe. Enfin voilà. Là, le résultat, il a été immédiat, c'est-à-dire que je suis encore, je crois, enfin c'est une échographie qui est assez particulière parce que tu es placé en inclinaison en arrière, donc tu es sur une grande table hyper dure et on Mm. t'incline la tête légèrement en bas. Bon, bah, tu as les jambes complètement écartées, tu es dans un endroit qui est vachement froid. Moi, je me souviens, il faisait vrai, limite comme un bloc, un Ouais, un bloc. bloc opératoire, ouais. C'était vachement froid. Franchement, je me l'ai caillé. J'étais pas du tout détendue. En plus, bah moi, j'y allais vraiment en me disant, il n'y a rien au niveau de mes trompes, tout va bien. Enfin, je me serais Mm. jamais imaginé qu'il y aurait un souci à ce niveau-là. Donc vraiment, je partais confiante. Et là, en fait, c'est un échographe qui me fait l'échographie. Quand je pars, il me dit, je suis à peine rhabillée, hein, j'ai à peine le temps de me redresser sur la table. Enfin, l'échographie vient à peine de se terminer. Il me dit bon courage. Donc déjà, je me dis Ah oui. passe. J'attends 10 minutes en salle d'attente et là, il y a une autre personne qui, je pense, c'est la personne qui lit du coup les résultats sur la radio, qui me reçoit dans un petit sas pas du tout intime, hein. Un petit sas qui se situe derrière la salle d'attente. C'est là qu'ils mettent leur diaporama, en fait, tout ce qu'ils ont pris en échographie. Donc, il y a mes diapos parmi tant d'autres, Ah finalement. oui, sympa. Tout le monde peut voir, Voilà, quoi. donc je cherche, franchement, comme quand tu cherches ton nom au bac, tu sais, tu cherches les photos avec ton nom d'affiché. Et là, il me dit devant, pas devant tout le monde, mais j'ai eu l'impression d'être exposée aux yeux de tout le monde parce Mais qu'il c'est y pas avait quand même cette normal. salle d'attente juste derrière, quoi, et d'autres personnes derrière des ordis, du personnel. Enfin, bon, franchement, c'était mal fait, quoi. Et là, donc, il me dit, ah bah là, ça va pas du tout, ça ne fonctionnera jamais. Bam, comme ça. Que tu as déjà été enceinte, c'est bizarre. C'est ça. Et il me balance ça. Alors, en plus, Et puis bon, en plus, voilà, sans prendre des pincettes, hein. sans prendre des pincettes, c'était un médecin qui avait, franchement, qui devait avoir presque 70 ans. Il était très âgé pour être encore en poste là à ce moment-là. Et je me souviens que déjà dans la salle d'attente, il m'avait fait froid dans le dos parce qu'il y avait une maman qui attendait avec son enfant qui pleurait et qu'il avait hurlé en disant mais faites taire cet enfant. Et je m'étais dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, où on est? Et c'est cet homme-là qui lit mes résultats et qui me balance, ah bah ça fonctionnera jamais, là c'est mort, c'est foutu. Aucun état d'âme, quoi. C'est vraiment. Et du coup, je lui donc demande des explications. Donc il m'explique que j'ai dû avoir une infection des trompes à un moment donné parce que là elles sont complètement, il y a des adhérences de partout. Elles ont été infectées plus, et que bah, le chemin par les trompes jusqu'à l'utérus ne se fera jamais. Donc même si il y a fécondation, il y a tout ce que tu veux, bah, l'œuf n'ira jamais juste se loger jusqu'à Mm. l'utérus. Voilà. Donc, il m'explique que, il y a plusieurs options, que soit je peux me faire opérer pour enlever ces fameuses adhérences et faciliter le trajet, mais qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, soit qu'il faut que je fasse une ablation des trompes, Ah et oui. dans ce cas-là, que j'ai recours à la fécondation in vitro. Voilà. Franchement, je te le dis comme ça, mais il me l'a dit de façon beaucoup plus brutale, avec des mots que je ne comprenais pas. Donc moi, je suis repartie du cabinet avec mon mari en mode, bah j'aurai jamais de deuxième enfant, c'est foutu, enfin terminé quoi. Mm. Donc je rentre et tout, et puis bon après je demande une consultation avec mon gynécologue de l'époque, bah du coup pour lui expliquer les résultats, etc. Et là pareil, j'ai affaire encore à mon gynéco qui comment, enfin moi je l'ai vécu. Excuse-moi, tu y vas toute seule Oui, au gynéco, Ouais, oui, j'y d'accord. parce que du coup, je lui demande un rendez-vous un peu en urgence et que du coup, bah, il me prend comme ça au pied levé, je crois, 2 jours après. Mhm. Donc, ouais, j'y vais toute seule avec ma grosse échographie, les résultats du coup de prise de sang qui, pour le coup, elle était plutôt bonne. Donc, Mhm. voilà. Et en fait, bah, j'ai affaire à un gynéco. Alors, c'était pas mon gynéco depuis des années non plus, hein. Bah, je crois que j'avais consulté pour
pour un frottis et puis bah du coup pour lui dire qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc tu vois, ça faisait pas, j'avais pas eu beaucoup de rendez-vous avec lui. Donc il me dit en gros oui bon bah moi par contre enfin on verra ça plus tard quoi. En gros on n'est pas pressé non plus. On va voir les options qui s'offrent à vous, mais il n'était pas très pressé finalement de d'enclencher les choses. Moi j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de marche à suivre quoi. Il fallait que je connaisse la suite. Là je pouvais pas rester sur cette réponse-là, sur ce diagnostic-là. Il me fallait des réponses. Et pour le coup, enfin j'ai été envahie parce que j'avais besoin qu'on m'explique par A plus B pourquoi il y avait un souci avec mes trompes et je voulais un protocole, je voulais quelque chose pour la suite, je voulais des réponses. Et j'ai senti que c'était... Et t'avais quel âge du coup à ce moment-là? Et ben j'avais 28 ans. Ok. Voilà, j'avais 28 ans. Donc en fait, mon mari m'a dit, écoute, parce qu'en fait, le gynéco, ce qu'il voulait faire, c'était qu'on nettoie mes trompes. Voilà, lui, il penchait pour cette première option. Il voulait qu'on nettoie mes trompes, qu'on réessaye naturellement et voilà, qu'on reperde encore du temps. Voilà. Donc Mm. j'ai demandé l'avis d'un autre gynéco. Mon mari m'a dit on va retourner voir la gynéco qu'on avait du coup, parce qu'on avait déménagé entre temps, mais quand j'avais eu ma première grossesse, j'étais suivie à Agnières-sur-Seine par une autre gynéco. Il m'a dit on va retourner la voir et on va lui demander ce qu'il en est. Et du coup, pareil, on a eu un rendez-vous très rapidement. Donc là, on s'est rendu à son cabinet. Mon mari est venu avec moi et elle m'a dit, c'est pas la peine d'essayer de nettoyer les trompes, c'est pas la peine d'essayer ensuite naturellement, ça ne fonctionnera pas. Il faut retirer ces trompes parce qu'elles vont en plus rendre difficile la fécondation in vitro. Et on va avoir des essais de fécondation in vitro pour rien si on compte encore sur ces trompes et si on compte encore sur on va les nettoyer, on va essayer de voilà. Elle m'a dit il faut les retirer. Comme ça, la fécondation in vitro sera beaucoup plus efficace Mm. si on retire totalement les trompes et qu'il n'y a plus de, tu sais, de saleté à l'intérieur, d'adhérence, etc. Donc, Et ça pourrait causer des problèmes en plus, ça, en plus, d'essayer, enfin, par exemple, une grossesse extra-utérine, ça pourrait faire, par exemple. exactement. Donc du coup, donc on est parti avec elle, quoi. Elle a dit, bah voilà, on va mettre les choses en place. Donc voilà, j'avais mes réponses. Bon, c'était pas imminent non plus, hein, c'était pas immédiat, mais elle m'a dit, voilà, on va programmer l'opération. Elle m'a conseillé du coup un de ses confrères chirurgiens. Donc il s'est passé, je crois que j'ai été opérée peut-être 5 mois après ce premier rendez-vous. Ah oui. Voilà, cinq Et mois c'est après ce rapide, ça? bah écoute, ouais, plutôt parce que l'autre gynéco, il voulait me faire encore. Franchement, j'aurais galéré encore peut-être 1 an. Parce qu'il voulait, pour le coup, il voulait me nettoyer les trompes. Donc ça, il l'aurait peut-être fait rapidement, peut-être plus rapidement que l'opération de l'ablation. Mais après, il nous laissait encore essayer naturellement pendant des mois et des mois. Il était vraiment pas. Et comme il me l'a dit, il m'a dit, il y a le temps. Il y a le temps, n'est pas pressé, vous êtes jeune, donc il y a le temps d'attendre avant d'enlever les trompes. Alors que voilà, la deuxième gynéco m'a dit non, non, enfin, ça sert à rien de perdre du temps, il faut enlever ces trompes et faire une fécondation in vitro, et voilà. Ouais, surtout que c'est même pas que une question de temps. Il y a une question de temps, mais il y a aussi une question de ça, enfin, ça aurait pu créer des problèmes, des incidents plutôt graves, quoi. Enfin, C'est ça. Donc du coup, il y a eu l'ablation des trompes, ouais, à peu près 5 mois après donc ce rendez-vous avec la gynéco. Et, euh, et donc là, effectivement, ils m'ont dit, ah ouais, les trompes, elles étaient dans un état pas possible. Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que, enfin, il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous aviez eu des douleurs? Parce qu'en gros, vous avez fait une salpingite, quoi. L'état de vos trompes, c'est forcément dû à une infection des trompes à un moment donné. donc ça, c'est ce que c'est. C'est une infection des trompes. C'est ça. Et est-ce que tu sais c'est dû à quoi ou pas du tout? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on retourne en arrière, mais on retourne 3 ans en arrière, si je dis pas de bêtises, 2 ans en arrière, où en fait j'ai posé un stérilet comme ça, parce que moi je prends des décisions comme ça d'un coup. Ma pilule, elle m'incommodait depuis des années et on s'est mariés.
Et je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une semaine avant le mariage, je me dis, je vais mettre voilà, je vais prendre un rendez-vous, je vais poser le stérilet. Ma gynéco de l'époque, elle avait eu un rendez-vous disponible comme ça, donc elle m'avait prise, elle m'avait dit, on va poser un stérilet. Donc voilà, j'ai posé un stérilet, parce que on me disait souvent, quand tu as déjà eu un premier enfant, si la pilule te va pas, bah, il faut mettre un stérilet. Un stérilet hormonal ou non, c'est l'autre? J'ai eu un stérilet en cuivre, micro-dosé, parce que comme je suis migraineuse, du coup, elle m'avait proposé un stérilet comme ça, donc Ok. tout petit, voilà. Donc je pose le stérilet, on se marie, peut-être une semaine après le mariage, donc à peu près 2 semaines après la pose du stérilet. Je commence à avoir des douleurs de règles, mais bon, je m'inquiète pas parce qu'on m'avait expliqué que ça allait faire ça, que l'utérus se contractait un petit peu, etc. Donc j'ai des douleurs, bon, je m'inquiète pas. Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne. On doit partir en voyage de noces une quinzaine de jours après. Et 2, 3 jours avant de partir au voyage de noces, j'appelle du coup ma gynéco quand même en lui disant j'ai quand même très mal, ça fait des fortes douleurs. Ce qui me dérange, c'est que je prends du coup des médicaments pour atténuer ces douleurs, parce que bah, en plus à l'époque je travaillais en maison d'enfants, donc en foyer de l'enfance avec des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, et je faisais les 3-8. Et pour pouvoir tenir ma journée, du coup, je prenais quand même des médicaments. Et je lui dis, alors, c'est vrai qu'avec les médicaments, ça atténue les douleurs, mais bah, rebelote, quoi. Après, c'est un cercle vicieux. Une fois que le médicament ne fait plus effet, bah, je repars dans des douleurs atroces et tout. Donc, et elle me dit, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, elle me dit, par contre, si vous avez de la fièvre, euh, vous m'appelez et vous venez consulter. Ce que j'ai pas fait, je Ah. l'avoue. Passé, c'est que j'étais dans les préparatifs du départ en voyage de noces. Je clôturais ce que je devais clôturer au boulot. J'avais 38 et demi de fièvre. C'était pas énorme non plus, mais c'était un état fébrile qui traînait, qui traînait. Donc, j'ai pas été consultée. On est parti en voyage de noces. Je m'en souviens parce que la première heure dans l'avion, j'étais déjà en train de reprendre un médicament, un ibuprofène pour pouvoir pour pouvoir passer la fièvre, parce que je sentais déjà que j'avais et mal et la fièvre qui revenait. Donc, enfin, je commençais le voyage de noces déjà dans l'avion, pas bien, quoi. Ouais. Et puis, bah, bon, pour faire vite, les 15 jours du voyage de noces, ça s'est dégradé à tel point que j'étais pliée en deux, mais littéralement. Hmm. J'étais pliée en deux. Donc, je me tenais le ventre, j'étais courbée, je marchais ça m'a marqué parce que j'arrivais pas à me tenir droite à tel point que je marchais sur mon gros orteil, en fait. Je devais me plier la jambe. Enfin, j'avais tout le côté droit qui était, plus fonctionnel, quoi. J'arrive même pas à toucher mon ventre côté droit tellement que j'étais à fleur de peau sur le ventre. J'avais vraiment ma jambe droite qui me faisait mal. J'avais mal au rein côté droit. Enfin, c'était vraiment tout le côté droit qui me faisait atrocement souffrir. Et donc, j'ai demandé on était à l'île Maurice, donc j'ai demandé à une Mauricienne si elle avait un gynéco ou quelqu'un, voilà, chez qui je pouvais aller, un médecin. Donc, elle m'explique que, bon, elle a un gynéco, mais que c'est compliqué parce que les gynécos là-bas, souvent, ils accueillent les femmes qui sont enceintes. Souvent, on consulte un gynéco pour une grossesse, pas comme ça parce qu'on a un souci, voilà. Donc du coup, elle arrive quand même à avoir un rendez-vous. Franchement, ça faisait peut-être 7, 8 jours, j'avais 40, 41 de fièvre tous les jours. Oh là là. Franchement, j'ai cru que j'allais crever à l'île Maurice, quoi. Je me suis dit, je vais jamais rentrer, ou va falloir me rapatrier, ou... Et tu t'en es voulu de pas avoir, du coup, à ce moment-là, de pas avoir été voir la... Ouais. Ouais. Je m'en suis voulu, je me suis bien fait rappeler alors par ma mère. Elle me dit, mais t'abuses quand même, franchement, t'es partie avec la fièvre et tout. Enfin, bon, après, c'est comme ça, écoute, hein. Ça fait une petite piqûre de rappel pour la suite. On se dit que bah, la fois d'après, on laissera pas traîner. Et puis, voilà, mais on en tire des leçons. Mais bon, du coup, bah, il m'a retiré, heureusement, le stérilet en urgence. Mais voilà, j'ai eu une sacrée infection. Donc, j'ai été sous antibiotiques un petit peu, mais comme il a fallu que je paye les médicaments. Donc, le médecin, m'a enlevé le stérilet. Donc, le stérilet avait migré. Voilà. Le stérilet était remonté. Plus du tout, à l'endroit où il devait être, sauf que ça, il le sait en m'auscultant. Il le sait pas avec une échographie. Donc ça, il le sait en m'auscultant. Donc ça a été extrêmement douloureux. Après, j'étais un peu dans les vapes, et heureusement, mais ça a été extrêmement douloureux parce qu'il est parti le chercher, quoi.
clairement, il est parti le chercher. Donc, il a utilisé ses 2 mains. Il y avait une main qui était, au-dessus, tout au-dessus de mon ventre, comme, je te le disais, comme pour, pousser un bébé quand tu es enceinte pour le retourner ou des choses comme ça. Donc il appuyait au-dessus pour essayer je sais pas, de faire pression sûrement pour redescendre le stérilet. Il y avait une main, à l'intérieur pour aller le chercher. Je l'ai senti le retirer, hein. Ça a été un Ah bah oui, je m'en souviens encore, quoi. Ça a été un soulagement. J'ai cru que j'allais l'embrasser parce que déjà, instantanément, le fait de me l'avoir retiré, j'ai réussi à, moi, quand je me suis levée de la table, à me redresser. Donc déjà, j'avais plus cette douleur qui est revenue quand même après rapidement, mais je pense que même psychologiquement, sur le moment de savoir qu'il était retiré, moi, j'ai réussi à me relever, quoi, déjà. Après, c'est vrai que j'ai continué à avoir mal pendant quelques jours, mais déjà, j'étais traitée, j'avais des antibiotiques, donc au niveau de la fièvre, ça commençait à se calmer. Et par contre, du coup, il m'a dit, il faut consulter quand vous rentrez, il faut prendre les antibiotiques jusqu'au bout. Donc, ce que j'ai pas fait parce que je pouvais pas acheter toutes les boîtes d'antibiotiques qu'il m'avait demandé d'acheter. Donc, du coup, je m'étais dit, quand je rentrerai en France, avec le suivi avec ma gynéco, je reprendrai des antibiotiques là-bas, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le suivi avec la gynéco de l'époque, elle m'a dit, bon, c'est bon, le stérilet a été retiré, vous avez eu des médicaments, voilà, pas d'échographie, de contrôle, pas de prise de sang pour savoir si l'infection, elle était toujours là ou pas. Voilà, rien du tout. pas de suivi quoi. Pas de suivi total. Donc, je suis repartie comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, lors de mes périodes de règles, j'avais des douleurs au bas du ventre et que souvent, je finissais à l'hôpital tellement que c'était pareil, j'arrivais pas à marcher ou des choses comme ça. Et c'est souvent qu'on me disait, mais est-ce que vous avez eu peut-être une salpingite ou quelque chose comme ça? Donc, bon, moi, forcément, je disais que non. Je disais que c'était souvent que j'avais des douleurs comme ça au bas du ventre, mais et puis voilà, j'avais des prises de sang de fait pour savoir s'il y avait une infection ou quoi que ce soit, mais comme mon infection n'était plus en cours, elle était déjà terminée, donc ça n'apparaissait pas dans les prises de sang. Donc je repartais des urgences avec des comprimés, des choses comme ça, et puis c'est tout. D'antidouleur, c'est ça? Douleur, ouais, voilà. Ah oui, super. Voilà, vous avez des règles douloureuses, madame, pas plus, quoi. Et donc, jusqu'à ce fameux désir d'enfant où on essaye d'avoir le deuxième et que, voilà, après une écho, on se rend compte que il y a les trompes qui sont complètement détruites et que voilà. C'est comme ça que j'ai fait le lien. Mais sinon, Ouais, tu l'as fait toute seule en fait le lien. Ah ouais. hein, donc voilà. Mais sinon, enfin, je veux dire, on l'aurait peut-être jamais su hein, si j'avais jamais essayé d'avoir un deuxième enfant. Ouais. Pour le coup, on n'aurait jamais su que mes trompes, elles étaient complètement détruites et que que c'était une salpingite que j'avais eue, quoi. Donc voilà le pourquoi du comment et voilà comment j'en suis arrivée en gros à devoir passer par la fécondation in vitro. Ok. Et donc du coup pour en revenir à cette fameuse opération pour l'ablation des trompes, ça s'est fait en février. Bon c'était voilà après c'était par tu sais je sais plus comment ça s'appelle quand c'était pas une grosse opération hein, quand on te fait 4 points Ah oui. Oui, oui, je connais bien. et je sais plus voilà. Oui, il y a 2 caméras. Après, il y en a un pour gonfler le ventre et il y a un autre Exactement. pour opérer. Par célioscopie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Par célioscopie, donc c'est une petite opération, hein. Enfin, en 10 jours, j'étais remise sur pied. Ça dépend qui. Mais Ouais, oui. c'est ça. Non, mais je te dis, enfin, moi, je trouve que dans ce parcours, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Enfin, tu vois, je me dis que ça a été difficile psychiquement, mais je sais pas, j'arrive pas à en garder quelque chose de négatif ou à me dire, je suis jamais plainte. Enfin, tu vois, je l'ai pas subi. J'ai pas subi ce parcours. J'ai pas eu l'impression de l'avoir subi, de, enfin, vraiment, après, tant mieux, tu vois, je me dis, peut-être aussi parce que j'avais ma moitié avec moi qui a quand même bien assuré aussi. Donc voilà, enfin, clairement, on a fait une bonne équipe, hein. Enfin, je me dis, il y a ça aussi qui compte, mais franchement, l'opération, ouais, en 10 jours, j'avais hâte de passer à la suite. Je me disais, cette opération va me permettre d'avoir accès à la fécondation in vitro et après, en fait, on va être dans le parcours pour créer notre deuxième bébé. Donc, du coup, j'avais hâte que cette opération ait lieu. Et je savais qu'après, ça allait nous permettre du coup D'avancer. d'avancer, quoi, de commencer la suite. Donc après, ça s'est pas fait tout de suite, hein. J'ai été opérée, il a fallu attendre 2 mois avant de commencer le premier Ouais. traitement, du coup.
pour la fécondation in vitro, c'était bien d'avoir 2 mois de répit quand même, 2 mois de répit entre l'opération et le début des traitements pour la FIV et tout. Je me dis c'était bien, 2 mois, ça faisait du bien de se reposer aussi, le corps il Ouais, bah oui. Et du coup, là, tu as commencé, après ces 2 mois, tu as commencé les piqûres tous les jours à la même heure? c'est ça. Alors, en plus, moi, j'étais dans un protocole d'essai parce que j'étais jeune. Enfin, tu vois, le service de PMA où j'allais, enfin, pour le coup, cette grande salle d'attente où, du coup, bah, tout le monde se regarde un peu, on est un peu tous là pour le même souci. Donc, il y a plusieurs niveaux dans l'infertilité, mais franchement, c'est vrai que les couples autour de moi, ils avaient pas le même âge que nous. C'est vrai que j'étais la petite jeune et du coup, on m'a proposé un protocole d'essai parce que je rentrais dans les caractéristiques. Donc, je crois que c'était pour les moins de 30 ans. En plus, j'étais bah, du coup d'origine antillaise. Donc, je crois qu'il y avait aussi quelque chose pour les femmes afro-antillaises, etc. Enfin, ils avaient besoin de... Donc, j'étais dans un protocole médical d'essai, quoi. Donc j'avais des piqûres, j'avais une piqûre en plus par jour à faire. Donc j'avais 2 piqûres par jour, donc c'était toujours à Ah la oui, même heure. Il fallait que je change de cuisse tous les mais jours. pour chaque. C'est ça. Donc au départ, c'est une infirmière qui vient t'expliquer un petit peu comment procéder. Et puis bon bah après tu te les fais toute seule. Donc bon moi c'était mon Ah mari oui! qui me les faisait. C'était mon mari qui me les faisait du coup les piqûres, mais ouais, en fait, l'infirmière t'apprend à te les faire toute seule parce que tu peux pas clairement avoir une infirmière qui vient tous les jours faire les piqûres, quoi. C'est pas possible. Bah, tu peux normalement, mais bon après, voilà, c'est mais normalement tu as le droit, hein. Ouais, tu peux, mais bon, franchement, dans le quotidien, tous les jours, Oui, c'est voilà, c'est ça. pas évident à mettre en place. Et puis bon, il était content de me faire mes piqûres, donc je laissais me faire mes piqûres. Et puis j'avais des comprimés à prendre aussi le matin et des comprimés à prendre le soir. Et j'avais des ovules à mettre. Ah oui, ça fait 4 trucs. Ouais, 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 Ah ouais. c'était assez intense. Ensuite, donc ça, tu fais ça pendant une période. Et à l'approche de ton ovulation, tu as toute une série d'échographies à réaliser, donc le matin, avec des prises de sang. Ça sur plusieurs jours. Ça permet du coup à l'équipe médicale de contrôler. Mais là, j'ai été trop vite dans le protocole parce qu'en fait, du coup, j'ai oublié toute la partie avant, parce qu'en fait, la fécondation in vitro, pour résumer, on va prendre du coup les ovules de la femme. Donc c'est pour ça qu'on prépare notre corps au départ, c'est pour avoir les plus gros ovules, les plus gros ovocytes. Et en fait, on va les ponctionner. C'est ça la différence du coup avec l'insémination artificielle. Ou l'insémination artificielle, on prépare le corps de la femme pour qu'elle reçoive directement les meilleurs spermatozoïdes qu'on va injecter directement dans son corps. Mais du coup, la fécondation in vitro, comme on ne peut pas le faire dans le corps de la femme, cette étape-là, du coup, on va recueillir donc le sperme du papa. On va bien traiter la maman pour que donc elle ait les plus gros ovules et puis qu'on puisse les ponctionner. Et on va effectuer cette étape du coup de fécondation, bah, in vitro, voilà, en laboratoire, qui va créer des embryons et c'est cet embryon-là qu'on va venir implanter dans l'utérus de la maman. Donc forcément, moi je dirais que c'est cette étape-là qui a été la plus dure, c'est la ponction des ovocytes. C'est la ponction des ovocytes qui a été la plus dure parce qu'en fait, donc le traitement, enfin moi j'ai été ce qu'on appelle, j'ai fait une hyperstimulation. C'est-à-dire que les traitements que j'ai reçus, ils ont très très bien marché, donc c'est très bien, mais du coup ça crée une hyperstimulation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci. Quand on m'a fait la ponction des ovocytes, donc la ponction, c'est une petite anesthésie générale qui dure 30 minutes. Euh, Dès que voilà, on t'a fait des échographies la veille et l'avant-veille, on voit que tes ovocytes ils sont super. Du coup, on te dit bah on programme la ponction demain ou après-demain. Tu viens. Clairement, en 30 minutes, la ponction elle est réalisée. Et en même temps que toi, tu as ta ponction, ton mari lui il donne son sperme. Ça passe vraiment de manière simultanée. Et comme ça, à la fin de ta ponction, on a recueilli tout ce qu'il fallait qu'on prenne et puis bah comme ça ils ont le sperme directement du mari et puis ils vont faire la fécondation et au terme de cette ponction bah tu repars justement avec alors c'était une étape très compliquée à voir pour les autres parce que en fait on est tous dans une salle d'attente donc
On vient te chercher. On est plusieurs femmes du coup à la fin de la ponction à se réveiller dans la salle de réveil. Donc on a tout notre petit lit comme un petit dortoir, hein, on a tout un petit lit, on est à côté, donc ça va, ça s'est bien passé et tout machin. Ah, c'est bienveillant au moins. C'est bienveillant, ouais. On vit là, on est dans le même bateau, hein. Là, c'était clairement, on est toutes dans le même bateau. Donc, et puis, on a une petite infirmière qui vient nous voir et tout, qui contrôle notre tension, puis qui nous dit, bah, écoutez, vous pouvez aller vous rhabiller, vous retournez en salle d'attente. On va venir vous apporter les instructions pour la suite. Et en fait, donc, tu retournes dans cette salle d'attente, bah, avec ton mari qui lui a donné son sperme. Et puis, ce qui se passe, c'est que après, c'est un peu la remise des diplômes. J'explique pourquoi. Non, mais Après le bac, c'est ça. En fait, tout le monde a le cœur, enfin, tout le monde est en stand-by parce qu'en fait, on attend toute cette infirmière qui va arriver avec une trousse. Si l'infirmière arrive avec une trousse, ça veut dire qu'on a prélevé ce qu'il fallait prélever durant cette ponction et qu'on t'amène du coup ton outillage, ton matériel pour continuer les piqûres. Dedans, il y a les ordonnances, il y a voilà, tout le protocole suivant jusqu'à du coup la fameuse fécondation in vitro. OK. Et quand l'infirmière vient et qu'elle n'a rien dans les mains, ça veut dire qu'ils n'ont pas prélevé durant cette ponction et que du coup il n'y a pas de protocole et qu'il faudra repasser par le traitement pour pouvoir avoir suffisamment d'ovocytes, d'ovules à ponctionner. Et donc, bon, j'étais confiante, on m'avait dit, vous n'avez pas de souci, vous avez plein de... C'est des follicules, voilà, vous avez plein de follicules, donc il n'y a pas de souci, on arrivera à prélever. Donc moi, effectivement, la dame est arrivée, elle m'a dit, on a eu 18 follicules, ils ont prélevé 18 follicules, donc c'est Ah oui. énorme. Donc elle m'a dit, il n'y a pas de souci, donc je vous donne vos piqûres, votre machin, vos ordonnances. Donc ensuite, voilà, tu commences le traitement et tout pour préparer ton corps à recevoir l'embryon. Et par contre, je sais qu'il y a deux des filles qui étaient avec moi qui sont reparties sans trousse parce que l'infirmière leur a dit on n'a même pas réussi. Enfin, on en a prélevé un, mais finalement, il n'était pas viable. Donc, Ouais. du coup, ces femmes-là repartent et donc elles doivent repasser par la case traitement piqûre pour préparer leur corps pour avoir encore des ovocytes pour voilà. Si ça se trouve, elles n'auront pas ou donc donc moi je repars avec cette fameuse petite trousse donc et à partir de ce moment-là donc mes 18 follicules donc sont mis en laboratoire et donc ils vont intégrer le sperme de mon mari à ce moment-là et donc on a réussi à créer enfin ils ont réussi à créer 11 embryons ce qui est énorme. Mmh. 11 embryons, c'est énorme. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que là, c'est un autre traitement qui est un peu moins lourd que celui avant la ponction. Donc là, tu as toujours tes piqûres, tu as toujours un médicament à prendre. Tu n'as plus les ovules, je crois pas. Il me semble qu'il n'y avait plus les ovules. Enfin, en tout cas, le traitement, il est différent. Donc là, le but, c'est de pouvoir préparer ton corps à recevoir l'embryon. Donc là, il faut que ton endomètre, il fasse telle épaisseur, machin. Donc du coup, là, tu as encore plus de contrôle. Il faut vraiment que ton corps il soit apte pour que quand on vienne intégrer l'embryon dans l'utérus, ça tienne, que ça prenne Mmh. et que ce soit viable. Donc du coup, et à peu près une quinzaine de jours après, on te transfère l'embryon. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que entre les résultats de ma ponction et le transfert d'embryon, j'ai eu une période d'hyperstimulation. Donc là, en fait, tous les traitements que j'avais reçus avant et tout ce que j'avais eu pour pouvoir avoir des bons follicules, ça avait fait du coup trop, ça a été dans le trop, donc ce qui fait que j'avais, franchement, sans mentir, un bas-ventre énorme, quoi. On aurait dit que j'étais déjà enceinte de, je sais pas, Ah oui. moi en bas, tu sais, parce que vraiment j'avais les ovaires qui étaient gonflés. J'avais l'impression que j'avais 2 balles de tennis en bas. Et ça faisait mal? Ah ouais, en fait, ça fait comme des gros gaz, tu sais, que tu as justement après une cœlioscopie ou des choses comme ça. Ouais. Vraiment des douleurs, ça me remontait dans les épaules, des douleurs atroces au niveau du ventre, comme des contractions, je pouvais pas, enfin, j'étais toujours en train de me toucher le ventre, pareil, plié, tu sais, où tu respires à peine parce que du coup, tu te dis, tu vas déclencher la douleur, donc tu suffoques un peu. Donc, elle m'a dit, donc elle m'a fait une écho, je suis allée au centre du coup de la PMA en urgence, elle m'a dit effectivement c'est une hyperstimulation, donc soit on tente le transfert d'embryon comme c'est prévu dans quelques jours, soit on attend le mois d'après parce que du coup, faut pas non plus que vous soyez hyperstimulé pendant le transfert d'embryon, c'est pas bon. Donc
Finalement, ils ont quand même décidé de réaliser le transfert d'embryon quelques jours après. Donc, je crois qu'une dizaine de jours après, à peu près. Donc, tu retournes à l'hôpital, enfin à la PMA. Et donc là, en fait, tu as une petite cérémonie. Franchement, ça fait un peu cérémonial, quoi. C'est vraiment, elle te demande quelle musique tu veux mettre. Enfin, c'est vraiment tout pour te mettre à l'aise et tout. Donc, on a choisi une musique avec mon mari. Tu te retrouves dans une pièce médicalisée qui donne accès à la partie laboratoire. Donc là, en fait, on voit, et t'as un écran qui te montre tout ce qui se passe dans le laboratoire. Donc, ils épellent bien ton nom, le nom de ton mari, etc., ta date de naissance pour pas se gourer et tout. Et Mhm. donc, tu as la personne du laboratoire qui fait passer l'embryon. Enfin voilà, du coup, il y a tout un chemin et qui arrive jusqu'à la personne qui doit t'implanter l'embryon. Donc, c'est dans un petit tube. C'est une aiguille que l'on vient t'insérer jusqu'à l'utérus et hop, ils appuient et tu vois du coup à l'écran l'embryon qui passe et puis qui va dans ton utérus. Ah, c'est marrant. Ah ouais, c'est... Et t'es endormie ou pas du Ah tout? non, non, pas du Non, tout. tu vois tout. Tu Ouais. vois tout. Ok. Tu vois tout. Donc du coup, ça dure 5 minutes, hein. Ah, ok. Le temps de la chanson, quoi. Ça dure vraiment 5 minutes, le temps de la musique. Et puis bah, après, tu repars et tu attends. Et 10 jours après, tu dois faire une prise de sang pour savoir si ton taux, du coup, te permet de dire si tu es enceinte ou pas. Donc nous, ça n'a pas fonctionné la première fois. Donc 10 jours après, j'ai fait la prise de sang et du coup, j'étais pas enceinte. Donc ensuite, tu attends encore un mois pour te reposer quand même. Donc tu laisses passer un cycle, voilà, pour te reposer et ensuite tu recommences donc le traitement. Mais moi, étant donné que j'avais beaucoup d'embryons et que là on en avait utilisé qu'un, du coup moi j'ai pas eu besoin de repasser par la ponction Ouais. des ovocytes et tout. J'ai pas eu besoin de repasser par là. Moi, du coup, j'ai juste re-eu le traitement pour repréparer mon corps à recevoir du coup un deuxième embryon. Et cette fois-ci, c'est un embryon qui a été congelé. Hmm. Le premier que j'ai eu, c'était un embryon frais, c'était celui que j'avais eu, du coup, voilà. Mais là, le deuxième, du coup, bah, c'était des embryons congelés, donc j'ai eu. Et en plus, ils te disent que apparemment, ça fonctionne mieux. De toute façon, à la deuxième prise, avec. Ah oui, à la deuxième. Parce que j'ai cru que t'allais dire quand il est congelé. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Bah, à la deuxième, quand il est congelé, il paraît quand même que ça fonctionne. Ah ouais, 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 ouais. comme quoi. Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, la rebelote, le cérémonial, la chanson et tout. Donc là, c'était embryon congelé. Donc, en fait, ils sortent l'embryon, je crois, un peu avant, quelques jours avant, il me semble, je sais plus. Et donc, pas pareil, retransfert d'embryon congelé cette fois-ci. Et là, 10 jours après, prise de sang et positive. Ah, bonne nouvelle. Alors, prise de sang positive, tout le monde est heureux, on est content et tout, mais c'est vrai que après, ça a été stressant. Ça a été une grossesse stressante. Parce que du coup, tu as peur de la fausse couche. En plus, moi, j'ai eu des saignements à 1 mois et demi de grossesse. Donc, je me suis rendue aux urgences en disant, je crois que c'est une fausse couche. Ce n'était pas le cas, mais c'est vrai que du coup, la gynéco me disait, vous inquiétez pas, vous avez eu aussi beaucoup de traitements. Donc, forcément, le corps, il est hyper stimulé. Donc, les saignements, ça arrive. Elle m'a dit, vous avez saigné comme vous auriez pu saigner du nez, en fait. Donc, Ah oui, d'accord. saigné d'en bas, donc voilà, le bébé était toujours là, il n'y avait pas de souci, mais du coup, s'ensuit une grossesse pas très sereine où bah, à la fois tu te dis j'en ai quand même bavé pour arriver à être enceinte et que tu te dis bah, t'es encore plus stressé qu'il y ait une fausse couche, t'es encore plus stressé qu'il y ait un souci, t'as envie d'arriver au bout. Bon, en plus moi j'ai eu une première grossesse idéale, mais j'ai eu un premier accouchement catastrophique, donc c'est vrai que du coup là, je me disais, c'est pareil, si j'ai le même accouchement que le premier, enfin bon, tu vois, du coup, Hmm. franchement, la grossesse, elle n'était pas ultra sereine. Bah, y a de quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai parlé de ce parcours PMA, finalement, une fois que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. Tout le temps qu'on était dans le parcours, et il y avait très peu de monde qui était au courant. Bon, il y avait notre famille, tu vois, les frères et sœurs, et puis les parents. Mais au niveau des amis, on n'a pas, on s'est pas confié là-dessus. On essaye d'avoir un deuxième enfant, on a un peu de difficultés, mais franchement, on n'est jamais rentré dans le détail vraiment de. Et pourquoi?
Je peux même pas te dire. Bon, moi, je pense que quelque part, on se disait, c'est pas la honte. C'est pas, je pense pas que ce soit la honte, mais tu sais, c'est quand même un sujet qui est intime et tu te dis faire un bébé, c'est simple, tu vois. Enfin, normalement, c'est censé être le truc le plus simple, naturel et voilà. Et en fait, c'était aussi. En plus, on avait beaucoup de monde enfin, beaucoup d'amis autour de nous qui tombaient enceintes et tout. Donc, ça se passe toujours comme ça, généralement. Quand toi, tu essayes d'avoir un enfant et que tu n'y arrives pas, tu peux être sûr que tout le monde autour de toi commence à tomber enceinte et du coup, ça suscite aussi des choses en toi. Donc, mais je sais pas, je pense qu'on avait peut-être aussi envie de vivre ça tous les deux, comme on l'aurait Mhm. vécu tous les deux naturellement si ça s'était passé simplement. Donc, je pense qu'on avait envie de garder ça pour nous. Et puis mine de rien, moi je suis un peu superstitieuse, mais ça c'est pour tout. Enfin, même pour mes projets pro, j'aime pas clamer haut et fort ce qui est en train de m'arriver parce que tant que c'est pas encore concrétisé, j'ai toujours un peu peur de me porter la poisse. Et je pense que du coup, j'avais pas non plus envie de trop en parler. En plus, tu sais, ça évite les questions, quoi. Enfin, quand on parle trop, si on avait tout raconté, je suis pas sûre de gérer les questions des gens. Je suis pas sûre que j'aurais pu gérer tu sais, des fois, il y a eu quelques remarques, mais est-ce que ça vaut le coup, des parcours comme ça, si ça fonctionne pas, jusqu'à où vous irez. Enfin, tu vois, c'est des questions auxquelles t'as pas envie de répondre. Et puis, je suis pas sûre que les gens ils puissent se mettre réellement à ta place s'ils vivent pas la chose. Oui, mais ça, de toute façon, c'est pas vraiment des questions, c'est presque des Ouais, affirmations. ouais. Et je pense que c'était pour se protéger de ça. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, je pense que c'était pour se protéger de tout ça. On vivait notre truc à nous. Et au moins, tu vois, il n'y avait pas d'interférence avec Hmm. la vision des choses de certaines personnes. Ou voilà, Enfin, moi, j'avais pas envie de me dire. Et c'est vraiment une question qui revient souvent, genre jusqu'où vous irez, tu vois. Jusqu'où vous irez. En plus, il y avait eu un reportage à l'époque qui était passé justement sur bah, ces couples infertiles qui essayent tant bien que mal d'avoir des enfants et qui passent par plusieurs choses, notamment dans d'autres pays, parce qu'en France, on n'a pas encore accès à tout et que du coup, bah, ils se retournent vers d'autres pays où c'est plus accessible. Et je sais que ça, c'est un reportage qui était passé et beaucoup de gens l'avaient vu. Et quand on parle avec certaines personnes, bah souvent il ressort ouais mais bon surtout quand on a déjà un d'enfant, enfin est-ce que ça vaut le coup du coup pour un deuxième enfant d'aller jusqu'à là, enfin tu vois dans quelle situation tu te mets, enfin bon tu te protèges de tout ça parce que Bah oui. en vérité quand le désir d'enfant il est là, tu vois, quand il est là, que t'aies un enfant, que t'en aies 10, quand t'as envie de ravoir un enfant, quand le désir il est là, il est là. Là, tu fais ce que tu veux avec ton corps déjà. T'as pas forcément envie d'entendre les gens parler de ça. Enfin, tu leur as pas demandé C'est leur ça. avis. Enfin, Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très maladroites hein, sur ce sujet. ah oui. C'est tabou, mais quand la discussion, elle s'ouvre là-dessus, beaucoup de personnes sont très maladroites. Et je pense que toutes les personnes, tous les couples qui sont dans une démarche comme ça d'avoir recours à la PMA ou qui sont dans une démarche d'essayer d'avoir un enfant, je pense que s'ils en parlent pas, c'est aussi pour se protéger. Je suis pas sûre qu'il y ait une question de honte derrière tout ça. Je pense vraiment pas. Je pense que c'est vraiment un moyen de se protéger des autres et de toutes ces remarques et puis bah de garder aussi ce parcours. C'est un parcours intime, hein, donc Mais peut-être que si il y a ce genre de remarques, etc., comme tu dis, peut-être parce que justement on n'en parle pas assez et que si c'était un sujet presque commun, on va dire, hein, c'est pas vraiment commun, mais presque, on va dire, c'est quand même quelque chose de courant maintenant, malheureusement. Peut-être qu'ils réagiraient pas comme ça, je sais pas. Peut-être que si on en parlait un peu plus, je sais pas. non, mais je suis d'accord, ça c'est clair que c'est un sujet où on n'en parle pas, alors que pour le coup, quand tu es quand tu as recours à la PMA, quand tu côtoies des gens du coup qui sont dans la même démarche que toi, que tu te rends compte qu'il y a des groupes de parole, que tu peux rencontrer dans des associations, qu'il y a des associations justement qui défendent tout ça et tout, tu te dis ah oui, c'est beaucoup plus courant que ce que je pensais. À n'importe quel âge, pour n'importe quel, enfin voilà, la fertilité aujourd'hui, je veux dire, il y a 100 niveaux différents d'infertilité, même plus. Enfin, je veux dire, c'est incroyable à quel point, au final, on se rend pas compte, mais autour de toi, il y a énormément de personnes qui ont recours à la PMA et on n'est même pas au courant. Mais c'est sûr qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut délier la parole à ce sujet-là parce que déjà, ça aide finalement, je pense. Ça peut aider, tu vois, d'en parler, de se confier durant le parcours, etc. Je pense clairement que ça peut aider.
Moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais que on me pose souvent la question, mais c'est vrai, pourquoi vous en avez pas parlé? Enfin, on savait pas que vous étiez passé par tout ça, etc. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis contente aussi de raconter notre parcours. Et puis moi, j'adore. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de dispositifs là en ce moment. Mais je sais que comme tu disais, on en parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'associations là qui se mobilisent, même sur Instagram. Moi, je vois souvent des stories passer sur justement des journées de sensibilisation à l'infertilité, des choses comme ça. Et je me dis, bon, c'est bien parce que ça commence quand même à bouger. Est-ce que c'est parce que moi maintenant, est-ce que c'est parce que comme j'ai vécu le parcours PMA et que du coup des fois je vais peut-être plus chercher aussi les infos, je sais pas, et donc je tombe sur ce genre de voilà de dispositif, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça bouge quand même un peu plus, on sensibilise les gens un peu plus et que ça permet aux gens en tout cas de plus en parler. J'ai l'impression, tant mieux. Non, on en parle plus, c'est sûr. Moi, j'ai pas de parcours PMA et je peux te dire que je tombe aussi dessus sans que je cherche à tomber dessus. Donc oui, on en parle plus et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que je trouve que c'est hyper important. Alors pour les personnes qui ne souhaitent pas concevoir, bon, je pense pas que ça les intéresse forcément, mais peut-être que oui. Mais en tout cas, pour toute personne, homme ou femme, parce qu'il y a les hommes aussi qui sont Bien concernés. sûr. Parce que ce qu'on n'a pas dit, donner son sperme dans un laboratoire, je pense que c'est hyper compliqué pour eux comme ça. Ouais, ouais. Il y a aussi cet aspect-là. Et moi, je voulais savoir, est-ce que, niveau psychologique, est-ce que tu aurais aimé être suivi pendant ou après, psychologiquement, donc par un psychologue ou psychiatre, l'un ou l'autre, pour, euh, pour ça? On te le propose, hein. On te le propose. Ah, c'est bien Non, non, on ça. me le propose dès l'entrée dans le parcours PMA, hein. Enfin, moi, en tout cas, on me l'a proposé dès les premiers entretiens qu'on a commencé à mettre tout en place. On n'a pas senti le besoin. On n'en a pas ressenti le besoin. On s'est dit que si à un moment donné, on avait le besoin, on irait. Moi, ce qui s'est passé, c'est que par contre, l'échec du premier transfert d'embryon, il a été compliqué. Ça a été compliqué. Et là, j'ai consulté, mais j'ai pas consulté une psy de la PMA. J'ai été consulter du coup une hypnothérapeute en libéral, en extérieur. J'avais pas envie forcément de consulter un psy de la PMA, je sais pas pourquoi, mais puis je voulais Bah, parce que ça te convenait mieux peut-être. ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai appelé. C'était une hypnothérapeute, donc on a fait une séance d'hypnose. Puis en fait, elle faisait aussi de l'hypnothérapie, mais bah, justement pour les personnes qui sont en démarche de conception, etc. Et du coup, bah pour aussi chanter que c'était mon corps, quoi. J'avais besoin de lâcher prise. Mine de rien, je pense que tu vois, quand je te dis que je l'ai pas subi ce parcours, mais au contraire, je pense que j'ai été tellement dans le contrôle que quand il y a eu l'échec de cette première FIV, du coup, ça a été compliqué, mais genre pendant bah, tout le mois en fait, jusqu'à ce qu'on recommence. Donc je me dis, mine de rien, tu vois, avec du recul, je me dis heureusement que ça a quand même fonctionné assez rapidement, parce que pour le coup, je sais pas comment j'aurais vécu les choses après. Ouais. Ouais. Après, j'y suis allée toute seule à ce rendez-vous, tu vois. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, je l'ai pas vu énormément, je l'ai vu 2 fois. J'avais pas envie de parler en fait. Tu vois, j'avais pas envie de parler. Je pense que les choses, après voilà, j'arrive à les analyser. J'avais vraiment, vraiment pas envie. J'avais pas besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de fermer mes yeux. J'avais besoin de partir loin. J'avais besoin que, tu vois, que ce soit Hmm. mon corps qui s'évade. Et du coup, c'est ce qu'elle m'a proposé. Et voilà, c'était nickel pour moi. Bah, c'est parfait, tant mieux. Si ça a marché pour toi, c'est ce qu'il faut de toute Ouais, façon. ouais. Trouver le moyen de se libérer, que ce soit par la parole ou par l'hypnothérapie. Après, il y a d'autres façons aussi différentes. Le sport, par exemple. Ouais, aussi, hein, aussi. Mais non, après, c'est vrai que les psychologues, tu peux en voir durant tout ton parcours de la PMA. Il y a des groupes de parole aussi, Ça aussi, c'est bien. avec d'autres couples. Non, c'est pas mal, hein. Donc ça, c'est bien pris en charge. Oui, oui, ah oui, oui. Après, je sais pas si ce sont tous les services PMA comme ça, mais en tout cas, celui où on était vraiment très, très bien. Hmm. Il était facilitant, parce que c'est pas évident, hein, l'histoire des piqûres, des comprimés. Enfin, je veux Ah dire, oui. on n'est pas médecin. Franchement, c'est vrai que quand tu vois les choses avec du recul, tu te dis, ça te demande quand même une certaine adaptation. Et même, tu sais, dans le fait de démarrer soit le premier jour de tes règles, soit enfin, tu sais, des fois, c'est compliqué. Et je sais qu'à chaque fois que je l'ai sollicité en fait, tu as un numéro spécial où toi, tu tombes directement sur la ligne téléphonique des infirmières qui vont te répondre directement. Tu passes pas par une centrale, tu passes pas par l'accueil, rien du tout. Tu passes directement dans le service.
C'est une ligne directe, tu les appelles quand tu veux. T'envoies un mail, elles te répondent direct. Enfin, vraiment, c'était super bien accompagné. Et, on s'est senti extrêmement soutenus, hein. Ah, ça, c'est génial. C'est le principal, hein, parce que... C'était très humain. Qu'est-ce que tu retires de cette histoire? Bah, que tout est possible, hein. Clairement, je me dis, bon, on a fait des avancées de fou de toute façon en termes médical, mais je me dis là, enfin, t'as pu tes trompes, ouais, tout est possible. Ça m'a changé hein, quand même, hein. Hmm. Ça m'a changé. Moi qui me focalisais beaucoup sur les petits soucis, les petites choses comme ça, c'est vrai que pour le coup, ça développe quand même une force. Tu vois que, enfin, tu te dis pas, ah ouais, j'aurais géré le truc comme ça. Non. À l'époque, je travaillais bah, avec des enfants qui étaient en danger en tant qu'éducatrice spécialisée. Et je me souviens que je partais à 5 heures du matin de chez moi pour être la première aux échographies et aux prises de sang, parce que les échographies et les prises de sang que tu dois faire, c'est entre 7 heures et 9 heures. C'est par ordre d'arrivée, donc je faisais en sorte d'être à 7 heures au labo pour pouvoir repartir à 8 heures et être à 9 heures au boulot. Il y a personne qui s'est jamais douté de rien. Et je me dis, enfin voilà, ça dégage quand même une certaine force. Et quand tu ressors de là-dedans, tu te dis, bah finalement, les petits problèmes, tu les laisses derrière et puis ça te recentre sur certaines priorités, sur ce qui est important dans la vie. Ça te montre qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a une solution à tout. Après, nous, voilà, dans notre parcours, ça a été possible, mais Hmm. que c'est important de se dire que tout est possible et de le garder en tête et de pas, tu vois, de rester optimiste, quoi. Ouais. Franchement, on retient, nous, je te dis, c'est un parcours, c'est une expérience de la vie, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Bah, nous, c'était notre petit combat qu'il fallait mener et voilà, après on est arrivé et enfin, ça nous a vraiment, tu vois, ça nous Soudé. a vraiment, ouais, soudés et Bah, vous, du coup, oui. parce que ça peut être l'inverse. Mais oui, c'est... Enfin, je veux pas effrayer les couples, mais... mais ça peut être l'inverse. Mais bien sûr, enfin, tu sais, c'est des choses, tu te dis, c'est pas normal. Enfin, toi, il y a des choses que tu te dis, c'est pas normal, quoi. Enfin, te faire des piqûres tous les Oui, bah soirs. oui. Moi, quand je te dis, cette femme, elle m'a marqué, quoi. Quand elle repart de la salle d'attente, elle a pas sa petite trousse et elle sait que ça a pas fonctionné et que Hmm. tu te dis, bien sûr que quand tu ressors, ça met à mal un couple, hein. C'est vraiment, ça met réellement à mal un couple. Voilà, après nous, enfin, on était une équipe, ça nous a ressoudés, c'est vrai que le petit regret que j'ai, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'énergie et que du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu aussi 2 ans avec mon petit tout qui était petit à l'époque quand même, tu vois. Ouais. Ah, tu regrettes ça? Enfin, regrette. Ça... Ouais, enfin, quand je dis regrette, c'est en fait, d'un coup, tu te dis, ah ouais, il y a quand même 2 ans qui sont passés, ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais. Tu vois, ça nous a pris beaucoup de temps et bon, même si il y a pas eu de souci avec lui, hein, je veux dire, il a pas ressenti les choses ou quoi que ce soit, mais tu te dis, ça t'a pris de l'énergie. Hmm. Ça t'a pris de l'énergie, ça t'a pris du temps. C'est quand même, ouais, ça a pris de la place. Ça a pris de la place. Mais bon, après, c'est que du positif. Petit crapaud, elle est là, elle a 3 ans aujourd'hui. Donc, Bah, c'est cool. Tant mieux. bah ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vivrait, qui serait en train de le vivre, qui n'est pas encore, voilà, que cette personne-là n'est pas encore enceinte, ou sa compagne, si c'est un homme, n'est pas encore enceinte? Bah, de pas s'isoler, en tout cas, de pas se replier sur soi si à un moment donné on sent que voilà qu'on se renferme et que de pas s'isoler, d'en parler. Je sais que pour en avoir discuté avec des femmes qui sont dans le parcours, ce qui est le plus dur aussi pour elles, c'est de justement le fait de pas en parler, mais d'être confrontée tous les jours à des annonces de grossesse autour d'elles, c'est vraiment ça, c'est un truc particulier hein, pour le coup, et que les gens souvent, bah, ils vont te prendre pour voilà une jalouse, une envieuse ou des choses comme ça, mais parce que ça va plus loin que ça. Donc c'est vraiment de pas s'isoler, d'en parler, de rester optimiste, de toujours y croire. Franchement, c'est le truc que je dirais, c'est de toujours y croire. Le parcours, il est long. Franchement, il en vaut la peine et les gens, ils en ressortent que plus forts, hein, Hmm. sincèrement. Bah, c'est beau. Je pense que je vais retenir cette phrase, toujours y croire. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, hein, vraiment. C'était très enrichissant. Et j'espère que ça va pouvoir aider d'autres couples qui sont en ce moment dans ce parcours, par exemple, ou qui vont peut-être être dans ce parcours. Donc, merci beaucoup et je te dis
À bientôt. À bientôt. Et voilà pour le témoignage de Maëva, qui se termine sur une note d'espoir. Toujours y croire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans tabou-podcast.com et sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à info@sans-tabou-podcast.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. À très vite et surtout soyez sans tabou.